et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Parlons franchement. Le Front populaire ivoirien, le parti fondé par Laurent Gbagbo, est aujourd'hui à la croisée des chemins. 5 ans après avoir perdu le pouvoir d'État, il est confronté à la plus grave crise de son histoire. Pascal Affi N'Guessan est le président du parti, mais les contestataires affirment l'avoir déposé et remplacé par Laurent Akoun. Comment sortir de cette crise dont chaque jour apporte un épisode supplémentaire? Quelle stratégie pour libérer Laurent Gbagbo? C'est l'objectif partagé par les deux camps. Quel Front populaire ivoirien et quelle stratégie pour les futures échéances électorales? Pascal Affi N'Guessan est mon invité. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, première question, qui dirige le Front populaire ivoirien aujourd'hui? Naturellement, vous-même, vous l'avez affirmé. C'est moi, Pascal Affi N'Guessan, qui assure donc la présidence du Front populaire ivoirien depuis plus de 10 ans, et je continue. Effectivement, certains camarades ont souhaité mon départ, mais ils n'ont pas avec eux la légalité. La justice a tranché, et donc il n'y a qu'un seul président, à ma personne. Et je continue la tâche à la tête du Front populaire ivoirien pour le bonheur des militants du Front populaire ivoirien. Aboudaman Sangaré, Simone Babo, Hubert Oulaye, Lida Kwasi, Assou Adou, Dano Guégué, tous ces symboles vous ont lâché. Il en reste avec vous, il faut le reconnaître, dans cette salle. Malheureusement, il ne montre pas les invités qui accompagnent l'invité. J'ai vu des visages comme Marcel Gossio, Abondori, Kwadio Komwe, Vo Saï, c'est des symboles. Bien sûr. Mais tenez-vous vraiment la barre aujourd'hui et pour combien de temps avec tous ces symboles qui vous ont abandonné? Oh, je ne sais pas s'ils m'ont abandonné. Je peux considérer qu'il y a des divergences importantes en ce qui concerne la conduite de l'action à la tête du parti après la grave crise que nous avons connue. Et je voudrais dire que cette crise doit être lue à la lumière de la perte du pouvoir. Et cette crise qui frappe le Front populaire ivoirien n'est pas une crise isolée. Tous les partis politiques, en particulier en Afrique, qui ont à un moment ou à un autre eu à connaître la même situation que nous, ont connu les mêmes problèmes. Des problèmes de leadership, des problèmes de définition d'une nouvelle direction. Ici en Côte d'Ivoire, vous vous rappelez, le PDCI, après la mort du président Félix Houphouët-Boigny, a connu la même crise. Elle s'est traduite par le départ d'autres barons du PDCI, l'émergence de nouveaux partis, le RDR, l'UDPCI, etc. En dehors de la Côte d'Ivoire, si vous prenez un pays comme le Mali, là-bas aussi, après, je dirais, le départ d'Alpha Oumar Konaré de la présidence de la République, l'ADEMA a connu la même déchirure. D'autres partis sont nés, le RPM de M. Ibeka, qui aujourd'hui est président de la République. Au Sénégal, on a connu la même situation avec le PS sénégalais. Lorsque le président Diouf a perdu le pouvoir, le parti aussi s'est retrouvé dans les mêmes difficultés avec des départs importants. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, vous suivez l'actualité, vous savez que le PDS du président Abdoulaye Wade certainement va connaître les mêmes déchirures parce que avec la désignation de son fils comme candidat à la présidentielle, déjà des barons ont annoncé leur départ du parti. C'est donc dire qu'en général en Afrique, lorsque un parti perd le pouvoir et dans les conditions aussi dramatiques que celles que nous avons connues, il y a toujours des remises en cause. Il y a toujours un inventaire à faire, il y a toujours de nouvelles inventions à opérer. Et cela ne peut pas se faire sans éclat de voix. Donc ce que nous observons au Front populaire ivoirien correspond, je dirais, à la gestion, aux conséquences de la crise post-électorale, aux conséquences de la perte du pouvoir, à la nécessité de définir une nouvelle direction, d'inventer un nouvel avenir, de choisir des hommes qui apparaissent comme les plus compétents, les plus capables pour assumer cette nouvelle direction. Et donc, ces dissensions, ces débats traduisent en fait la mutation du Front populaire ivoirien, la transformation nécessaire du Front populaire ivoirien pour l'adapter au contexte nouveau. Et tout de même dans cette crise, Monsieur le Président, le comité central, le comité de contrôle, l'organisation des femmes, le collectif des fédéraux vous sont opposés. Si vous avez la légalité aujourd'hui, est-ce qu'il est faux de dire que la majorité est contre vous aujourd'hui? Non. Si la majorité était contre moi, je ne serais pas en face de vous. Il y a longtemps que j'aurais abandonné la direction du parti. C'est justement parce que la majorité est avec moi. Mais que cette minorité qui conteste s'appuie sur le nom du président Gbagbo. Un nom qui rassemble.
un nom qui mobilise. Mais ce n'est pas parce qu'on utilise le nom du président Gbagbo qu'on est dans la vérité. Et donc aujourd'hui, la grande majorité des militants savent que la vérité se trouve du côté du président en exercice du parti, du président Pascal Affi-N'Guessan. Mais certains militants, effectivement, pour des raisons qui relèvent plus de l'émotion, de l'affectivité vis-à-vis du président Gbagbo, ont du mal à abandonner la fronde. Et donc, mais je pense que nous sommes dans une dynamique d'explication, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de savoir qui est pour, qui est contre Gbagbo, mais il s'agit de savoir comment nous aidons le président Gbagbo à sortir de la situation dans laquelle il se trouve, comment nous aidons le Front populaire ivoirien à survivre et à s'engager dans la vie politique et à espérer reconquérir le pouvoir d'État dans les mois, sinon années à venir. Et donc, c'est véritablement une question de stratégie, mais une question aussi de capacité politique. Et sur ces deux questions de stratégie et de capacité politique, le choix des militants est clair. C'est un choix qui rejoint d'ailleurs la grande majorité des Ivoiriens qui pensent qu'aujourd'hui, il faut sortir de l'affrontement, qu'il faut s'engager dans la conciliation, dans le dialogue politique, dans le processus de réconciliation nationale, parce que c'est là que se trouve l'intérêt de la Côte d'Ivoire, c'est là aussi que se trouve l'intérêt du Front populaire ivoirien. Alors, pour ce que nous savons, à l'origine de cette crise, c'est la candidature de Laurent Gbagbo au prochain congrès ordinaire de votre parti. Vous, qu'est-ce qui vous a gêné, vous? Non, ce n'est pas d'autant que votre candidature personnelle a été validée. Ce n'est pas la candidature du président Laurent Gbagbo qui nous divise. Ce qui nous divise, c'est ce que je viens de dire, le bilan de notre exercice. Les leçons que nous tirons de ces 10 ans de pouvoir, de la crise post-électorale et les nouvelles orientations à impulser au parti. Voilà ce qui nous divise. Et en parlant de la candidature du président Laurent Gbagbo, vous êtes contre la candidature de Laurent Gbagbo? La candidature du président Laurent Gbagbo est apparue comme un moyen que certains qui veulent effectivement, je dirais, m'éjecter du pouvoir, pour parler comme le commun des mortels, ont, je dirais, inventé, ont instrumentalisé, parce qu'ils savent que c'est le seul moyen. Sinon, avant que nous ne abordions cette phase électorale de la crise, il y a eu d'autres phases qui ont porté sur la participation du Front populaire ivoirien aux élections de 2015, la présence du Front populaire ivoirien à la commission électorale indépendante. Sur ces questions, nous avions des divergences. J'étais pour que nous soyons dans la CEI. Je suis favorable à la participation du Front populaire ivoirien aux élections à venir. Nos camarades y étaient opposés hier. Et donc, les divergences ont commencé par là. Je dirais même qu'elles ont démarré bien avant même ma sortie de prison. Puisque déjà en 2012, c'est un camarade qui a assuré la direction intérimaire du parti avait proposé l'organisation d'un congrès pour élire un nouveau président, alors que j'étais en prison à Bouna. Cela n'a pas marché parce que la grande majorité des militants s'y étaient opposés. Et quand je suis sorti de prison, des tentatives ont été mises en œuvre pour voir si on pouvait, je dirais, me confiner en dehors de la direction du parti. Ça n'a pas marché. C'était la deuxième phase de cette crise. Et la troisième phase, c'était la participation du Front populaire ivoirien au dialogue politique à la commission électorale indépendante. La quatrième phase, c'est donc la phase électorale avec la candidature du président Laurent Gbagbo. Vous restez opposé à cette candidature, hein? Je suis opposé par principe. Très bien. À la fois pour des raisons juridiques, mais au-delà des raisons juridiques, j'ai toujours affirmé que, de mon point de vue, je ne vois pas en quoi cette candidature peut aider à faire avancer le dossier du président Laurent Gbagbo et à faire avancer la cause du Front populaire ivoirien. Et on vous donnera l'occasion de parler donc de votre stratégie pour faire avancer sa cause. Est-ce que le fait que ce différend soit porté devant la justice n'a pas accentué le fossé? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement? Il y a moyen de faire autrement. Par exemple, le dialogue. Nous l'avons tenté. Malheureusement, cela n'a pas prospéré. J'ai eu plusieurs rencontres pour amener les camarades, dans un premier temps, lorsque la question de cette double candidature s'est posée, à faire reporter le congrès de manière à ce que nous nous asseyions pour discuter de ces candidatures. Ils l'ont refusé. J'ai même proposé que nous puissions envoyer des délégations à La Haye pour rencontrer le président Laurent Gbagbo, parce que, de mon point de vue, jusqu'à preuve de contraire, le président Gbagbo n'a pas fait acte de candidature. Donc, cette proposition aussi a été refusée. Et nous nous approchions du congrès, de la tenue du congrès, et la tension montait à l'intérieur du parti. Donc, le recours à la justice est apparu comme la moins mauvaise solution pour éviter des affrontements à un congrès qui était préparé véritablement dans la tension, dans l'adversité totale.
Et donc c'est pour cela que nous avons... S'il y avait eu possibilité de pouvoir nous entendre, et si les propositions que j'avais faites avaient été acceptées, nous ne serions pas allés au tribunal. Mais j'ai été au tribunal pour aider le parti, pour éviter le chaos au parti. Et je ne sais pas ce que serait devenu le Front populaire ivoirien s'il n'y a pas eu donc cette intervention de la justice. Aujourd'hui, vous êtes la justice a confirmé que vous êtes le président, vous êtes à la tête du parti, vous avez des camarades qui sont encore en exil. Que fait Pascal Affi-N'Guessan pour que tout le Front populaire ivoirien, tous ceux qui sont en exil, reviennent? Mais le dialogue, la négociation, c'est l'arme que nous avons choisie. Et c'est l'arme qui est conforme à la démarche du Front populaire ivoirien depuis toujours, même avec le président Laurent Gbagbo. S'asseoir pour discuter. Asseyons-nous et discutons. Donc nous discutons avec le gouvernement. C'est vrai que les discussions sont difficiles, que les avancées sont timides, mais on peut se réjouir de ce que ces discussions ont permis d'améliorer l'environnement sociopolitique. Il y a eu des avancées en termes de libération de certains prisonniers politiques. Il y a des exilés qui sont rentrés. Parmi eux, certains même qui étaient farouchement opposés au retour des exilés. Je veux parler du président du comité de contrôle, je veux parler d'autres camarades qui étaient membres de la direction. Nous continuons de travailler de manière à ce que tous les exilés rentrent. Et sur la question, je voudrais même dire qu'à l'issue de la rencontre du 22 mai 2014 avec le gouvernement, nous sommes tombés d'accord pour que tous les exilés qui veulent rentrer puissent rentrer librement, même lorsqu'ils sont l'objet de poursuites judiciaires. Mais nous continuons. Il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que la grande majorité des réfugiés, dans les camps de réfugiés au Ghana comme au Libéria, puissent être pris en charge par un programme gouvernemental qui favoriserait leur retour. Au-delà de cela, il y a le dégel des comptes. C'est un processus aussi qui est en cours. C'est vrai que là aussi, les avancées sont timides, mais ils sont réels, puisque moi-même j'étais sous sanction, la sanction a été levée, mais mon compte a été dégelé. Cela signifie qu'il y a des retombées du dialogue politique. Nous devons poursuivre et nous invitons chaque jour le gouvernement à aller plus loin. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de satisfaire des revendications d'un parti politique, il s'agit de créer les conditions de la paix civile, de la stabilité et de la réconciliation nationale. Entre autres critiques, on entend dire que vous voulez tourner la page Laurent Gbagbo, vous êtes manipulé par le pouvoir en place, on dit Pascal Affi-N'Guessan avance pour lui-même, il est dans un schéma. Que répondez-vous à tout ça? Bon, d'abord, je réponds qu'on ne peut pas tourner la page d'un homme politique. Un homme politique construit lui-même sa propre page, écrit son histoire dans l'histoire générale de son pays et du monde. Le président Houphouët, hier, a construit son image dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Personne ne peut tourner sa page. Il y a d'autres personnes qui ont succédé au président Houphouët-Boigny à la tête du PDCI, mais son œuvre est là. Le président Gbagbo, il a posé des actes qui sont historiques. Il est un acteur, l'acteur majeur de la réinstauration du multipartisme en Côte d'Ivoire et de la démocratie. Personne ne peut revendiquer cela à sa place. Mais aujourd'hui, il s'agit de savoir si ceux qui ont, pendant des années, travaillé avec le président Laurent Gbagbo, qui ont bénéficié de son expertise politique, ont un rôle, ont un apport à ajouter à cette histoire, ou est-ce qu'il faut considérer qu'après lui, c'est le chaos, qu'après lui, c'est le vide, parce qu'il n'y a aucune autre personnalité capable de faire en sorte de positiver l'œuvre du président Laurent Gbagbo, de faire féconder cette œuvre, d'y apporter sa part, d'apparaître comme un vrai disciple. Parce qu'un grand maître, c'est celui qui laisse des disciples. Je crois que la question se pose en ces termes. Et moi, par mon action, je veux prouver que le président Gbagbo n'a pas travaillé en vain au plan politique, qu'il a contribué à la formation d'une élite, de personnes qui sont aujourd'hui capables d'assurer la relève, d'assumer l'œuvre, de contribuer à faire avancer la Côte d'Ivoire. C'est cela que nous voulons faire. Et cela n'est pas en contradiction avec le rôle que le président Laurent Gbagbo a joué. Mais en plus, il s'agit non seulement de prendre ses responsabilités, mais d'agir de manière à ce que le président Gbagbo puisse retrouver la liberté. Parce que nous qui sommes aujourd'hui en liberté, c'est notre devoir de travailler, d'agir, de prendre toutes les initiatives afin que ceux qui sont privés de liberté puissent retrouver la liberté demain. Et nous le faisons. Vous ne travaillez pas contre le parti, vous n'avancez pas seul, vous n'avez pas un agenda caché. Il n'y a pas d'agenda caché. Nous, à partir du moment où nous travaillons pour le parti,
et que les acteurs majeurs de ce travail sont les militants, il n'y a pas d'agenda caché. On a entendu dire, hein, on lit dans les journaux que Pascal Affi-N'Guessan a été reçu seul par François Hollande. Quand vous êtes allé le rencontrer, vous étiez accompagné de qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce n'est pas vrai. Vous avez déjà entendu cela? Bien sûr que j'ai entendu cela de la part des mêmes qui me critiquent matin et soir. Mais ce que je voudrais dire, et ce qui est la vérité, c'est que je n'ai pas été reçu seul. Le président Hollande a reçu l'ensemble des partis politiques de l'opposition. Étaient présents à cette rencontre des partis comme le RPP, l'URD, LIDER, l'UDC, Mouvement Alternative Citoyenne. Bon, il y avait beaucoup de partis. Le Front populaire ivoirien a eu l'avantage d'être représenté à cette rencontre par 3 représentants, 3 personnes, là où les autres partis étaient représentés par une seule personne. Et en l'occurrence, j'étais accompagné du vice-président Danon Didier et de la secrétaire générale Agnès Monet. Et nous avons été reçus ensemble, pas séparément. Le seul événement qu'on peut considérer comme l'événement qui a peut-être jeté l'émoi au sein d'un certain nombre de camarades, c'est qu'à la fin de cette rencontre protocolaire, le président Hollande a eu un entretien en aparté avec moi. Mais c'était plus pour manifester les rapports privilégiés que nous avons avec le président Hollande lui-même et avec le Parti socialiste. Parce qu'avec le président Hollande, il y a longtemps que nous nous connaissons, que nous sommes membres de la grande famille de l'Internationale socialiste et que nous nous fréquentons dans le cadre des relations bilatérales entre le Front populaire ivoirien et le Parti socialiste. De n'avoir pas fait le compte rendu de cette Mais vous savez, c'est une attitude qui me paraît puérile. Je crois qu'en politique, la première chose importante qui doit exister entre un dirigeant politique et ses camarades, c'est la question de la confiance. Si la confiance existe, on ne peut pas demander des comptes au jour le jour à un dirigeant politique. Même si j'avais eu des entretiens particuliers avec le président Hollande, ce n'est pas sur la place publique que je vais les exposer. Cela aurait été irresponsable de ma part de le faire. Et c'est cela, la démarche politique. Donc, je suis surpris que des camarades puissent prendre prétexte de cet entretien pour mener une campagne contre moi. Parce que dans tous les cas, s'il y a acte de trahison, cela va se manifester par des actes. Mais en dehors de cet entretien, quels sont les actes sur lesquels il peut s'appuyer pour dire le président Affi a trahi, a changé de ligne? La voie que j'ai choisie, je l'assume ouvertement et publiquement. J'ai fait l'option du dialogue politique, de la négociation, et je le dis tous les jours, et je l'assume, parce que j'ai des arguments pour justifier le choix de cette voie. Donc je n'ai pas besoin forcément d'un entretien avec le président Hollande pour m'engager dans une voie que j'ai déjà choisie. Si le président Hollande nous invite à rester dans le jeu politique, à participer aux élections, c'est une invitation. Nous sommes libres de l'accepter ou de le refuser. Nous sommes libres de nous y engager. C'est dans notre intérêt si nous voulons y engager. Si nous ne voulons pas y engager, nous l'assumons. Donc je ne vois pas en quoi ce discours peut aussi apparaître comme une ingérence dans nos affaires. Donc je voudrais véritablement rassurer tous nos militants. J'ai fait le choix du dialogue, de la négociation et de la réconciliation. Je l'ai fait en connaissance de cause, en toute responsabilité, et je l'assume parce que je sais que c'est cette voie qui peut permettre à la Côte d'Ivoire aujourd'hui d'avancer. Alors, vous évoquiez tantôt le sort de Laurent Gbagbo, votre stratégie de le faire libérer, en tout cas c'est l'objectif affiché par les deux camps. De quels moyens disposez-vous pour supplier, pour le faire libérer là où il est? D'abord, le choix même du dialogue, de la négociation est un choix qui s'impose à nous. Aujourd'hui, en dehors de la négociation, du dialogue, quel autre moyen disposons-nous au Front populaire ivoirien pour obtenir la libération du président Gbagbo? En dehors du dialogue et de la négociation. Avons-nous les moyens de faire la guerre à la communauté internationale pour que le président Gbagbo soit libéré? Si nous ne pouvons pas recourir à la guerre, il nous reste la négociation. Et la négociation, le président Gbagbo lui-même l'a dit, c'est l'essence de la démocratie, c'est l'essence du jeu politique. Il n'y a pas de politique sans négociation, sans dialogue.
Et je m'évertue à le dire tous les jours. C'est la politique qui a amené le président Gbagbo à La Haye. C'est la politique qui fera revenir le président Gbagbo en Côte d'Ivoire. Donc nous devons rester et nous donner les moyens politiques. Or, les moyens politiques, ce sont les alliances politiques, ce sont les réseaux politiques. Vous ne pouvez pas être un homme politique performant si vous êtes un homme isolé, marginal. Vous devez au contraire être dans les réseaux, dans tous les réseaux, avoir une image qui passe, avoir un discours qui ne vous isole pas, qui convainc, qui persuade. Je crois que ce sont ces arguments-là que nous voulons développer. Alors, et je pense que nos camarades le savent si bien que eux-mêmes, aujourd'hui, sont dans l'impasse. Vous venez d'effectuer une tournée dans la sous-région, vous avez vu aux côtés de certains chefs d'État. Ce sont ces réseaux-là que vous êtes en train d'actionner. Ce sont ces réseaux que vous avez abouti à quel résultat? Ce sont ces réseaux que nous sommes en train d'actionner. Nous avons été au Mali parce que le président Ibeka est un ami du président Laurent Gbagbo et du Front populaire ivoirien. Cela fait plusieurs années que nous travaillons ensemble. Aujourd'hui, il est chef d'État. Il peut nous apporter un appui pour faire avancer notre cause. De même que le président Issoufou Mahamadou du Niger, de même qu'Alpha Condé de Guinée. Ce sont des amis, ce sont des opportunités. Il faut les mobiliser. Il faut les appeler à s'impliquer. Au-delà de ces chefs d'État de la sous-région ouest africaine, pendant le mandat du président Gbagbo, il a eu à tisser des relations de coopération étroites avec d'autres pays en Afrique, en Angola, en Afrique du Sud, en Guinée équatoriale, au Cameroun. Jusqu'à ce jour, ces réseaux ne sont pas actionnés, mobilisés pour contribuer à faire progresser la cause du président Laurent Gbagbo, pour contribuer à donner une image juste de ce qu'est le président Laurent Gbagbo et de ce que toutes les accusations qui sont portées contre lui sont erronées, sont fausses et relèvent de la manipulation. Et c'est donc ce travail de mobilisation de ses compétences, de ses capacités politiques que nous voulons faire maintenant que nous avons la possibilité de sortir du pays parce que nos sanctions ont été levées. Est-ce qu'à toutes ces personnalités-là, vous avez demandé d'intervenir dans la résolution de la crise au Front populaire ivoirien? Oh, je les ai informés de ce qui se passe au Front populaire ivoirien. Mais c'est d'abord nous, militants du Front populaire ivoirien, qui devons nous mobiliser pour régler la crise. Mais je voudrais aussi vous amener à relativiser les choses, pour que nos téléspectateurs n'aient pas le sentiment que le Front populaire ivoirien est au bord de l'implosion. Non, nous sommes loin de là. Ce n'est pas l'image que nous avons, nous voyons ça dans les journaux. Voilà la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'au stade d'animosité, au stade de massacre où vous êtes arrivé aujourd'hui, est-ce que la réconciliation au sein du Front populaire ivoirien est possible et à quelles conditions? Parce que chaque jour, on voit un épisode dans les journaux, on tente de déloger les responsables du quotidien Notre Voix, ainsi de suite. Oui. Vous savez, la scène politique théâtralise les événements. Et il ne faut donc pas juger les faits au premier degré. Parce que tout ce que vous voyez, tout cela peut s'estomper, disparaître du jour au lendemain. Et vous pouvez retrouver des gens qui, pendant des mois, se sont injuriés, se sont lancés des pics. Vous allez les retrouver main dans la main, en train de participer aux mêmes meetings, de mener les mêmes campagnes sur le terrain. Parce que c'est cela aussi l'essence du jeu politique. Si aujourd'hui vous voyez l'accord qui existe entre le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara, alors qu'on sait quelle a été l'ampleur de l'adversité qui les a opposés il y a quelques années, vous pouvez en tirer la leçon que tout est possible. Et que le Front populaire ivoirien, lui aussi, qui connaît une crise d'un degré largement moindre que ce que le pays a connu. La réconciliation est possible à quelles conditions? Oh, mais nous discutons. Nous allons nous entendre sur ce qui nous divise, à savoir d'abord sur les hommes, à savoir qu'à l'heure actuelle, le président Afin-N'Guessan est la meilleure chance du Front populaire ivoirien, qu'il faut se rassembler autour de lui, que la voie qu'il propose est la voie la plus pertinente, qu'il faut l'essayer, qu'il faut travailler dans cette direction, se mobiliser, parce que c'est cette voie qui peut permettre à la fois au Front populaire ivoirien de survivre, au président Laurent Gbagbo de retrouver la liberté et au FPI de pouvoir reconquérir le pouvoir en 2015. C'est cela notre objectif, sinon dans les années à venir.
Est-ce qu'il vous arrive d'envisager un scénario où vos adversaires prendraient le dessus? Mais évidemment, si mes adversaires, pour une raison ou une autre, prennent le dessus, mais nous assumerons. Nous assumerons. Mais cela doit se faire de façon démocratique, c'est-à-dire à l'issue d'un congrès où ils sont candidats et où la majorité des militants se sont rangés de leur côté. Et cette hypothèse, je leur ai proposé que, étant donné que le président Gbagbo n'est pas candidat, s'il le souhaite, nous pouvons réinitialiser le processus électoral pour que ceux qui veulent m'affronter au congrès se fassent connaître et que nous allions à un congrès ouvert où les militants vont trancher. Si l'autre hypothèse, c'est que, étant donné que nous voulons restaurer la cohésion du parti, que tous se rassemblent autour de ma candidature pour que nous ayons une direction consensuelle à l'issue du congrès. Donc voilà les deux hypothèses que j'ai proposées. On a l'impression qu'avec tout ce qui se passe, que la solution à la crise du Front populaire ivoirien se trouve à La Haye, auprès de Laurent Gbagbo. On attend qu'il se prononce. Vous projetez de vous y rendre. Où en êtes-vous? Quand comptez-vous vous rendre à La Haye? Oui, j'ai introduit une demande auprès de la CPI pour aller rendre visite au président Gbagbo. Cela relève de deux raisons. Première raison, une raison de solidarité et de compassion. Le président Laurent Gbagbo, avec toute l'histoire qui nous unit, a besoin de notre présence à ses côtés. Et je n'ai pas pu, en ce qui me concerne, effectuer un déplacement parce que j'étais d'abord en prison. Ensuite, quand je suis sorti, j'étais sous sanction internationale. Mais maintenant que la sanction est levée, c'est un devoir. C'est le premier devoir et c'est la première raison de la demande de visite à La Haye. La deuxième raison, c'est aussi de l'informer de l'évolution de la vie politique en Côte d'Ivoire et au sein du Front populaire ivoirien. Voilà donc les deux raisons pour lesquelles je vais rendre visite au président Gbagbo. Alors, certains journaux rapportent qu'ils conditionnent votre présence par celle de Aboudraman Sangaré, peut-être de Laurent Akoun maintenant, puisqu'on dit que c'est lui qui a remplacé Aboudraman Sangaré. Quelle est la part de vérité dans ce que nous... Je n'ai pas connaissance de ces faits, parce que je suis dans l'attente de la confirmation de cette visite par la Cour pénale internationale, mais je n'ai aucune objection à ce que, à mon arrivée, il y ait d'autres camarades qui ont eux aussi fait le déplacement et que nous puissions parler avec le président Gbagbo de toutes les questions d'intérêt commun. Très bien. Alors, Monsieur le Président, parlons maintenant des échéances à venir, échéances auxquelles on espère le Front populaire ivoirien prendra sa part. Vous êtes membre de l'AFD, l'Alliance des forces démocratiques. Pour vous, quelle est la meilleure stratégie pour gagner d'abord la présidentielle et ensuite les autres élections? La meilleure stratégie, c'est le rassemblement. Nous l'avons déjà entamé à travers l'Alliance, qui regroupe plus d'une dizaine de partis politiques. Dans les semaines à venir, l'Alliance va se réunir pour examiner sa stratégie de participation aux élections. Est-ce qu'il faut un candidat unique de l'Alliance? Est-ce qu'il faut une multiplicité de candidatures avec l'engagement de se rassembler autour du candidat le mieux placé au deuxième tour? Tout cela fera l'objet de discussions au sein de l'Alliance. Mais déjà, l'Alliance est une grande force. Elle nous a permis d'avoir une participation honorable à la mise en place des commissions électorales indépendantes. Nous travaillons en synergie et nous allons travailler dans cette éthique, dans cette vision. Quelle est votre préférence personnelle? Candidature, chacun sous sa bannière, ou alors, à Finguessan, le Front populaire ivoirien étant la principale formation politique de l'opposition, souhaite-t-il être le candidat donc, de l'AFD? Je réserve la primeur de cette position aux camarades de l'Alliance. Alors, au fur et à mesure qu'on avance, les stratégies commencent à se dévoiler. Le RHDP va aller en convention pour investir le président Alassane Ouattara. Ce que le président Bédié appelle les irréductibles de son parti, on les voit aussi, souhaiterait certainement que le Front populaire ivoirien n'ait pas de candidat, peut-être pour rassembler les électeurs du Front populaire ivoirien. On les voit qui font des yeux doux à Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que cela vous inspire, tout ça? C'est le jeu politique. C'est le jeu politique, donc il faut respecter la démarche des uns et des autres. Il faut jouer sa propre partition, avoir son propre agenda et puis dérouler son propre programme. Donc c'est ce que nous faisons. Très bien. Donc vous allez vous retrouver avec les membres de l'Alliance pour désigner votre candidat. On imagine mal Afi être absent, ne pas être le candidat de l'AFD.
Ça, c'est vous qui le dites. Je ne sais pas si cette position est partagée par tous les camarades de l'AFD, mais si telle était leur volonté, sachez que je ne me déroberai pas à ce désir-là. Au fond, est-ce que ça ne fait pas partie de ce qu'on vous reproche aujourd'hui, des camarades qui ne souhaitent pas qu'AFI prenne cette dimension de candidat à la présidence de la République, qui se battent, se disent si votre stratégie fonctionne, vous avez des chances d'être donc le candidat de l'opposition. Est-ce que vous arrivez d'y penser? À leur amertume de voir AFI... Qui refuse à vous d'être la possibilité d'être candidat à la présidence de la République. C'est leur droit de refuser. Ils ne sont peut-être pas les seuls à ne pas vouloir voir AFI un jour accéder à la tête de l'État. Ils ne sont pas les seuls. D'abord être candidat, et puis, mais ce n'est pas leur volonté qui est importante. C'est ma capacité à mobiliser des camarades, à faire prospérer une vision, à faire partager un idéal et à rassembler les Ivoiriens autour d'un tel projet. C'est cela qui est important. Il n'y a aucun, dans une grande démocratie, il n'y a aucun président qui fait l'unanimité. Le président, il est élu à 52, à 55%. Ça veut dire qu'il y a 45% de personnes qui ne sont pas engagées sur son nom et sur sa candidature. Mais il est quand même le président de la République. Et il doit travailler dans l'intérêt de tous ceux qui habitent le pays, qu'ils aient voté pour lui ou pas. Et donc, en politique, il ne faut pas chercher à faire l'unanimité. Il faut chercher à rassembler de grandes majorités autour de votre vision. Et c'est ce que nous faisons. Donc nous respectons tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, tous ceux qui ont une autre vision. Parce que c'est cela qui fait la diversité nationale. On ne peut pas chercher l'unanimisme. Voilà. Et il ne faut pas être gêné de constater que même dans son propre camp, il y a des minorités qui ne partagent pas votre vision. Mais si la majorité est avec vous, vous avancez avec cette majorité au nom de la loi de la majorité, donc au nom des principes démocratiques. Alors, face au bilan du président Ouattara qui a transformé ce pays en chantier, face à cette force électorale qu'est le RHDP qui est en train de se bouger là aujourd'hui, pour vous, quelles sont les chances d'un candidat de l'opposition de gagner la présidentielle? Oh, mais un candidat de l'opposition a toutes les chances de gagner la présidentielle. A plus de chances d'ailleurs aujourd'hui qu'en 2010 de gagner la présidentielle. Parce que si d'ailleurs le RHDP se bat pour une candidature unique au profit du président sortant, c'est parce qu'il est bien conscient que les choses ne sont pas aussi simples qu'on le croit et que la réélection du président sortant n'est pas acquise à l'avance, voilà, que la bataille risque d'être rude. Voilà. Donc aujourd'hui, il s'agit pour l'opposition de se mobiliser, de se rassembler, d'abord de s'engager avec détermination et de savoir mobiliser les Ivoiriens autour d'un projet. Si nous réussissons l'action de mobilisation et de rassemblement, l'opposition assurera l'alternance en 2015. Quel bilan, parce qu'à la fin décembre, reste-t-il les 4 années, 5 années de pouvoir du régime Alassane Ouattara par rapport au développement du pays? Est-ce qu'il y a des aspects que vous trouvez positifs, d'autres que vous trouvez moins? Pour dresser un bilan, il faut d'abord avoir un repère, une référence, un projet. C'est par rapport à un projet qu'on évalue les avancées, les réalisations. Or, à l'heure actuelle, le drame de la Côte d'Ivoire, c'est qu'on ne sait pas où on va. On ne voit nullement quel est le projet qui est en jeu. Quelles sont les valeurs qu'on veut promouvoir? Quel est le projet de société qu'on veut réaliser? Nous sommes dans l'incertitude totale. Nous naviguons à vue. Parce que construire un pays, développer un pays, ce n'est pas seulement construire des ponts. N'importe qui peut bâtir un pont. Même lorsqu'on ne fait pas la politique. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les hommes politiques qui bâtissent les ponts. Ce sont des ingénieurs. Mais il s'agit de construire la Côte d'Ivoire. Il s'agit de refonder un pays. Pour que les ingénieurs construisent un pont, il faut qu'un homme politique, un leader décide d'aller dans tel secteur ou tel autre. C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que l'action politique consiste uniquement en cela? L'action politique d'abord consiste à bâtir une nation, à développer un pays, à résoudre les questions fondamentales auxquelles le pays est confronté. La crise qui dure depuis
près de 20 ans, a montré que nous avons une obligation de refonder la nation ivoirienne. Or, à ce niveau, il n'y a aucun projet, aucune perspective. Lorsqu'on regarde les engagements qui ont été pris par le candidat Alassane Ouattara, qu'il s'agisse de la politique institutionnelle, nulle part on ne voit des avancées. Il avait promis la révision de l'article 35 et des articles 35 et 38 de la Constitution. Cela n'a pas été réalisé. Il avait promis un grand débat national sur les institutions. En lieu et place, c'est plutôt une politique de fuite en avant qui est observée. La justice a été mise au pas, elle est instrumentalisée. La décentralisation qui avait été heureusement enclenchée par le président Laurent Gbagbo est dans l'impasse à l'heure actuelle. Donc, au plan économique, le secteur privé est sinistré. La dette intérieure a du mal à être payée. Et donc, il y a une sorte d'incertitude qui plane. Au moment où nous nous apprêtons à aller aux élections, beaucoup d'Ivoiriens se posent des questions sur quel type d'élection nous allons avoir. La réconciliation nationale est en panne. Or, comment aller aux élections? Comment construire un pays dans la division, dans la haine, avec tout ce qui s'est passé pendant les élections de 2010? Vous avez dit la justice est au pas. Il y a eu récemment le procès des pro-Babo, où vous avez copé d'une peine légère, d'autres une peine plus lourde. Quand vous dites que la justice est au pas, est-ce que dans ce procès, la justice n'a pas été dite? Nous l'avons déclaré que le droit n'a pas été dit. Parce que le procès n'a pas permis de mettre en évidence la culpabilité de tous ceux qui ont été traînés en justice. Tout le monde devrait être acquitté. Certains se posent la question pourquoi il y a eu des peines plus légères que d'autres. Mais tout cela aussi montre bien que ce n'est pas le droit qui a été dit. Tout le monde devrait être acquitté et il ne devrait pas avoir des personnes condamnées à 18 mois avec sursis et d'autres à 10 ou 20 ans. Sous votre régime, la justice était-elle plus indépendante qu'aujourd'hui? Oui, je pense que sous notre régime, la justice était plus indépendante. La justice était libre. Parce que le Front populaire ivoirien, avec le président Laurent Gbagbo, avait fait de la liberté, je dirais, son cheval de bataille. De l'indépendance des institutions, notamment les institutions judiciaires, une valeur cardinale. Il n'y avait pas d'intrusion intempestive dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Or, aujourd'hui, l'appareil judiciaire, sur un certain nombre de dossiers, est plus au service, je dirais, d'une ambition politique qu'au service du droit. En parlant de l'âpreté des élections à venir, j'ai lu dans un commentaire, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, vous avez qualifié l'appel de Daoukro de règne de la nuit. Est-ce que vous avez vraiment dit ça? C'est un recul de la démocratie, c'est le règne de la nuit. Si ce n'est pas vrai, je retire ma question. Est-ce que vous l'avez dit? Qu'est-ce que vous pensez de l'appel de Daoukro? Je ne me rappelle pas l'avoir dit, mais je suis d'accord avec celui qui l'aurait dit. À savoir qu'il s'agit véritablement d'un recul. De quoi? De la démocratie? Évidemment. Non seulement d'un recul de la démocratie, mais d'un recul de la liberté tout court. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'en 2015, un parti politique comme le PDCI-RDA refuse de participer aux jeux politiques et de s'aligner derrière un autre parti politique. On ne peut pas comprendre cela. On ne peut pas comprendre que ce parti décide de se saborder. Et je crois que c'est ce péril qui guette le PDCI qui explique certaines candidatures indépendantes entre deux personnalités du PDCI qui refusent de voir mourir ce parti politique. Donc, d'affaiblir la démocratie en Côte d'Ivoire. Ça découle de la stratégie de ce parti. Alors moi, la question que je voudrais vous poser, est-ce que si demain, au sein de l'AFD, vous décidez d'avoir un seul candidat, ce serait un recul de la démocratie? Ce n'est pas la même chose? Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Ce n'est pas la même chose parce que les partis qui constituent l'AFD n'ont pas la même histoire que le PDC. Le PIT est un grand parti, membre de l'AFD. Oui, mais le PIT n'a pas la même histoire que le PDCI-RDA. N'a pas la même présence sur le chiquier politique que le PDCI-RDA. Et donc, le PIT qui soutient un parti politique, ça n'a pas la même résonance, ça n'a pas le même impact que le PDCI qui refuse de proposer un projet à la Côte d'Ivoire, qui refuse de donner une chance à ses militants de se prononcer sur la politique ivoirienne et donc d'engager
ces militants-là derrière un candidat, donc de les bâillonner. Et donc, je crois que c'est ce refus du bâillonnement qui explique que l'appel de Daoukro a du mal à prospérer au sein même du PDCI. Le congrès du parti s'est prononcé là-dessus. Il y a aujourd'hui quelques personnalités qui se détachent, qui ne veulent pas suivre, mais à 99%, le congrès s'est prononcé pour, pour le soutien à Alassane Ouattara. C'est dommage. C'est dommage pour le PDCI. Et ce que je voudrais dire aux militants du PDCI, c'est qu'ils ne doivent pas désespérer. Qu'il y a d'autres forces politiques qui sont capables de prendre en charge les aspirations, notamment le Front populaire ivoirien. Et qu'à l'occasion des prochaines élections, nous serons là pour leur donner une chance de se prononcer sur le bilan du président Alassane Ouattara. Et vous serez le candidat du Front populaire ivoirien? Si telle est la volonté des militants, comme je l'ai toujours indiqué, je suis prêt à répondre à l'appel. Très bien. Alors, et pour aller donc à l'élection présidentielle, à toutes ces échéances, il faut la cohésion au sein du parti. Vous donnez combien de temps, Pascal Afingessa, pour amener la paix au Front populaire ivoirien? La paix est un processus. La cohésion est un processus. Et les débats que nous avons à l'intérieur ne nous empêchent pas d'avancer. Nous sommes chaque jour sur le terrain. Nous avons déjà envoyé 119 délégations qui ont mobilisé près de 500 cadres sur l'ensemble du territoire national pour aller à la rencontre des militants, pour leur expliquer ce qui se passe et pour élucider les termes de notre projet. Nous avons dans les semaines à venir des grandes rencontres régionales que nous avons baptisées conférences régionales qui vont encore rassembler les militants. Nous sommes en train de tisser notre réseau sur l'ensemble du territoire, de réveiller nos structures. Et donc, le débat qui a lieu au sommet du parti n'empêche pas le Front populaire ivoirien d'avancer et n'entame nullement la cohésion du Front populaire ivoirien. Parce qu'à ce jour, vous êtes un observateur attentif de la scène politique en tant que journaliste, vous savez bien qu'aucune section, qu'aucune fédération du Front populaire ivoirien n'a décidé de basculer dans un autre parti, n'a décidé de basculer au RDR ou au PDCI. Ils sont tous à l'intérieur du Front populaire ivoirien. Il s'agit donc pour nous, direction du parti, de savoir mobiliser ces forces, de savoir réactiver tous nos responsables politiques locaux, qu'au moment des élections, ils soient prêts à porter le message du candidat du Front populaire ivoirien. Monsieur le Président, nous arrivons donc au terme de cette émission. Votre dernier mot, je vous accorde 2 minutes pour votre conclusion. Mais le dernier mot, c'est d'abord de vous dire merci. Et à travers vous, merci à la RTI de cette opportunité qui m'a été offerte de pouvoir m'adresser au nom du Front populaire ivoirien aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes et à l'ensemble de la communauté internationale. Souhaiter que cette invitation ne soit pas la dernière en direction de l'opposition ivoirienne, que d'autres leaders politiques ivoiriens de l'opposition auront l'occasion... J'ai déjà reçu sur ce plateau la Kaïzi, j'ai reçu également l'ancien porte-parole de Laurent Gbagbo pour la campagne. Je vous félicite et je voudrais vous inviter à continuer. En tout cas, merci à la RTI de cette occasion et rendez-vous dans les semaines à venir pour la grande offensive politique du Front populaire ivoirien. Merci à vous, M. Pascal Afingessa, d'avoir répondu à nos questions. Nous avons parlé longuement donc, de la crise au Front populaire ivoirien, des futures échéances et de votre stratégie pour faire avancer la cause de Laurent Gbagbo. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je voudrais rappeler que dans ce studio, vous avez été accompagné par quelques barons du Front populaire ivoirien, Marcel Gossio, Vo Saï, professeur Aboundori, l'ancien ministre Kwadio Komoye. Merci à vous. Ça montre que vous n'êtes pas seul dans cette crise. Il y a d'autres que je ne saurais nommer. Bonsoir. Voilà, le ministre Amani Nguessan, voilà, il n'était pas là au début, il vient d'arriver. Bonsoir à tous et merci. Okay, voilà. Merci.